Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Je m'appelle Falco Wiesemann et aujourd'hui on va parler du CAC 40, du l'euro-dollar, du LAXA, du EDF, du Airbus et dans le focus c'est Gérard qui va nous parler du taux, des Carrefour et du Airbus. Et évidemment on va aussi cette semaine le gagnant de la semaine de notre jeu d'investisseurs. Et voilà, je ne suis pas tout seul dans le studio. Il y a à ma gauche, comme je disais déjà, il y a Gérard, le responsable de programme à l'école de la bourse. Gérard Ampo, bonjour. Bonjour Falco, bonjour Christophe, bonjour à tous. Et Gérard le vient de dire, aujourd'hui on n'a pas Laurent Albi avec nous, on a Christophe Douane, notre analyste technique d'aujourd'hui. Donc bienvenue Christophe au studio. Merci. Bonjour Falco, bonjour Gérard, bonjour à tous. Super, donc on va commencer comme d'habitude avec notre émission avec le bilan de la semaine, notre première rubrique. Alors Gérard, pour le CAC, tout va bien cette semaine, non? Oui, les planètes sont alignées, Falco, puisque finalement l'activité économique est tout à fait synchronisée au niveau de l'ensemble des grandes économies mondiales. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de phénomène. On a en même temps une sorte de niveau de confiance assez élevé, à la fois chez les consommateurs, c'est important, et aussi chez les décideurs. Je pense aux indices des dirigeants de type ISM, manufacturier américain, ou PMI européen. Donc les chefs d'entreprise sont plutôt optimistes, en particulier dans le domaine industriel. Donc les signes avant-coureurs, avant-gardistes d'une bonne croissance économique sont réunis. Puis j'ajouterais que le commerce mondial se redéveloppe alors qu'il était tombé bien bas ces dernières années. Donc voilà, alignement des planètes, et il est normal que le CAC 40 monte et finalement rejoigne le niveau que je lui avais fixé avec une dizaine de jours d'avance en espérant l'année dernière qu'il atteindrait 5500 points avant le 31 décembre. Et bien ça a été 10 jours après. Voilà, je suis toujours trop pressé de faire la fête. Merci beaucoup Gérard. Et on va regarder notamment le CAC 40 avec Christophe. Oui, alors en effet, vous l'avez bien souligné, Gérard, notre rallye de fin d'année a bien été décalé, pardon. Je me suis régalé déjà. A bien été décalé sur ce début d'année. On a eu, depuis le test des 5250, un vrai rebond assez magistral qui est venu d'un seul coup rallier le haut du range qui était à 5530. Maintenant, on a entamé une période de consolidation relativement à plat et relativement soutenue avec un courant acheteur très présent encore, mais on résiste et on est vraiment sous cette résistance à 5530. On en est coincé en ce moment là depuis donc une semaine entre ces 5480 et ces 5530. Il y a deux possibilités sur ce CAC 40. On est vraiment dans une dynamique extrêmement haussière, qu'elle soit long terme, moyen terme ou court terme. Il y a deux scénarios possibles. On va dire sur une rupture des 5530 en clôture, on peut voir partir le CAC 40 de façon relativement importante, un peu comme il l'a fait ces derniers jours. Ou alors on pourrait entamer une consolidation un petit peu plus poussée jusqu'à, pourquoi pas, revenir jusqu'au 5430 qui pourrait être un point d'appui relativement important pour revoir à nouveau repartir le CAC en direction de cette résistance à 5530. Voilà, c'est pour ces raisons qu'on a choisi un turbo call 99B JB. Merci beaucoup Christophe. Donc c'est un turbo call sur le CAC 40 et avant de vous annoncer, je veux dire la phrase classique que les produits présentent un risque de perte en capital en cours de vie et aussi à l'échéance. Donc avant d'investir, allez sur notre site produitsdebourse.bnpparibas.fr et formez-vous avec l'aide de webinaires, des brochures et des formations qu'on a mis à votre disposition. Alors le turbo call sur le CAC 40 99 BJB a un levier ce matin, effet de levier pardon, de 24,86, une échéance de 20 avril 2018, son prix d'exercice aussi sa barrière désactivante à 5325 points et tout ça pour un prix de vente de 2,03 € et avec un CAC 40 à 5524,86. Et on continue notre bilan de la semaine avec Gérard.
comme tout va bien dans l'économie réelle, et en particulier aux États-Unis, qui continuent d'être dans un cycle extrêmement long de croissance économique, il est assez normal que les taux d'intérêt montent. Les taux 10 ans ou même les taux 2 ans aux États-Unis ont pas mal progressé ces derniers jours. Ils rendent compte tout simplement d'un retour à une courbe plus normale qui anticipe une croissance économique qui est toujours soutenue. Et donc, nous attendons à nouveau un nouveau tour de vis de la Federal Reserve. Au mois de février, Janet Yellen partira, démissionner de la Fed. Elle sera remplacée par le nouveau président, M. Powell. Tout changer pour que rien ne change, puisque Powell va mettre ses pas dans ceux de Janet Yellen et lui aussi contribuer à restaurer des taux d'intérêt, une courbe de taux d'intérêt plus normale aux États-Unis. Donc on s'attend à 2 ou 3 hausses de taux au niveau des États-Unis, au niveau des Fed Funds cette année. Voilà, donc tout va bien aux États-Unis, les feux sont au vert et donc les banquiers centraux réarment ou essayent de récupérer des marges de manœuvre en matière de taux d'intérêt. Super, merci beaucoup Gérard. Et on va passer tout de suite au prochain point de notre bilan de la semaine, donc l'euro-dollar. Qu'est-ce qui se passe là-bas en fait? Oui, finalement, on va en entendre bientôt parler, mais je crois qu'on a, comme en 2017, on est un peu sur la même lancée, même si 2017, on avait tous anticipé une bonne tenue du dollar, on s'est tous complètement trompés. Les taux d'intérêt ont beau grimper un peu, on a beau un début de réalisation des taux de la Fédérale Réserve, ça n'a pas suffi à soutenir le dollar, et on a plutôt eu effectivement une progression de l'euro contre le dollar perdant une quinzaine de %, si je ne me trompe pas, l'année dernière, ce qui est loin d'être négligeable pour un investisseur américain investissant en zone euro. J'ajouterais que pour un Européen, ce n'était pas trop la peine d'aller aux États-Unis l'année dernière, puisque ce qu'il allait gagner sur les performances boursières, il risquait de le perdre sur le change. Donc on a à nouveau, parce que on a un peu le sentiment aujourd'hui que le risque politique s'est un peu éloigné en zone euro, en tous les cas en Allemagne, peut-être pas en Italie, et que la croissance économique est plutôt bien installée, avec un niveau de confiance des ménages assez élevé. Tout ça milite pour que l'euro, qui bénéficie quand même dans la zone euro d'une balance commerciale excédentaire, on a un soutien, une monnaie qui est quand même fondamentalement forte et qui le montre, le prouve à nouveau au cours de ces derniers mois contre dollar par exemple. Merci beaucoup Gérard. Donc on va regarder avec Christophe tout de suite l'euro-dollar en fait. Oui, tout à fait d'accord avec Gérard sur son analyse fondamentale, et je reviendrai avant d'expliquer le graphique de l'euro-dollar sur la difficulté du dollar et notamment du dollar index à tenir ces niveaux. Il y avait des niveaux qui étaient extrêmement importants pour le dollar index pour pouvoir rester sur une position, on va dire, plutôt latérale. Il a tenté un rebond à partir des 91-80 vers les 92-60 et à nouveau une vente massive s'est mise en place sur ces niveaux-là, et on est vraiment dans les plus bas du dollar index depuis des dizaines de mois. Et il y a eu une vraie cassure qui correspond à ce qu'on voit sur le graphique, à l'équivalent euro-dollar. Il y a eu une vraie cassure d'un niveau extrêmement important pour le dollar index. Donc clairement l'euro-dollar vient de quitter ce range qui était en place depuis juillet, qui a vraiment été bien matérialisé. On a des supports et des résistances qui sont relativement propres. On a eu des rebonds, on a eu un rebond important sur novembre sur les 1,1570. On avait un haut de range à 1,2080. C'est vrai qu'on s'est promené de façon assez dynamique entre ces deux ranges. Le trading de l'euro-dollar a été, j'ai envie de dire, c'est toujours facile a posteriori, mais assez simple, puisqu'il nous dotait de niveaux techniques relativement identifiables et identifiés. On est donc venu vers le mois de décembre. On a regagné les 1,19, on les a perforés cette fin d'année, et on est venu au contact des 1,20 pour revenir à nouveau sur ce niveau des 1,1924 qui a confirmé l'inversement de polarité à cet endroit-là du trading range. C'est à peu près les 2/3 du trading range, et on est venu au moment de la cassure du dollar index perforer cette zone des 1,2080 pour regagner très très rapidement les 1,2220.
Alors, ce qu'on peut attendre de l'euro-dollar dans les prochains jours, c'est un retour vers cette zone des 1,2080. Alors, c'est même pas dit vu la dimension bullish de l'euro-dollar, c'est même pas dit qu'il revienne vers ces niveaux-là, mais on peut espérer, en tout cas, si le cours se présentait aux alentours des 1,2080, 1,21, tout à fait tenter un achat sur cette zone pour viser à moyen terme. Hein, parce qu'on peut tout à fait sans problème y aller, vu la dynamique, vu le RSI complètement bullish, tout à fait revenir dans le courant de l'année vers les 1,25. Voilà, c'est pour ça qu'on vous propose un Varan Call XN30B. Merci beaucoup Christophe. Donc c'est un Varan Call sur l'euro-dollar XN30B qui a un effet de levier ce matin de 24,53 en échéance de 15 juin 2018. C'est un prix d'exercice à 1,25. Tout ça pour 1,74 € et un euro-dollar à 1,2252. Et on continue avec quoi? Avec notre prochaine rubrique qui s'appelle Top et Flop. Alors Gérard, quels sont les tops de cette semaine? Après les mineurs du Bitcoin dont tout le monde a entendu parler pendant les repas de fin d'année, venons aux vraies mines, revenons à Eramet qui est la seule vraie minière française qui produit du nickel et du manganèse. Nickel, on en a tous besoin dans nos futurs moteurs de voitures électriques. Et bien entendu, comme c'est un peu le seul véhicule pour jouer les matières premières, eh bien le titre a bien performé ces derniers temps. Il a donc rejoint d'ailleurs le SBF 120 et il est un plus haut historique depuis plusieurs années. Donc on assiste encore à nouveau à ce genre de sautillement du titre et on a l'impression qu'il continue de progresser. Alors c'est devenu assez cher bien entendu. Neopost est le spécialiste de la machine de courrier. Alors là, on est un peu surpris de le voir dans les performances, mais pas tout à fait quand on se souvient qu'il existe ce qu'on appelle l'effet janvier, qui fait que les valeurs moyennes qui ont le plus baissé au cours de l'année précédente récupère le plus au début du mois de janvier. Donc je pense qu'on est dans cet effet-là, même si Neopost essaie de changer, de faire évoluer sa technologie, passer des machines à courrier traditionnelles, dont on sait que le chiffre d'affaires de la Poste baisse de 7%, Poste française de 7% par an, à passer sur le numérique, c'est pas facile, mais Neopost tente de s'y employer. Valorec, là encore, on bénéficie, j'imagine, de la meilleure tenue du prix du baril de pétrole. On a vu la progression, d'ailleurs je ne l'ai pas vraiment signalé au cours de cette semaine, mais on atteint les 70 $ le baril, c'est loin d'être négligeable. Et Valorec nous annonce, parce qu'il a fait face à beaucoup de difficultés l'année dernière, qu'il va s'alléger au niveau d'une partie de ses investissements au Brésil, entre autres en vendant des forêts et des mines. Quant à Airbus, eh bien, il a en 2017 signé une nouvelle excellente année sur le plan commercial, devançant son concurrent Boeing. Et puis, la visite présidentielle en Chine lui a permis d'annoncer, ou en tous les cas de rendre public officiellement une importante commande d'Airbus, ce qui n'a pu que soutenir le cours. Et puis après, on trouve les financières, soit BNP Paribas et AXA. Bon, BNP Paribas, on ne va pas forcément commenter ici, mais AXA et BNP Paribas, les financières, on va toutes les mettre un peu dans le même sac en disant que autant le secteur a souffert ces derniers mois, autant aujourd'hui il présente finalement des capacités de rebond intéressantes, ne serait-ce que parce que les taux d'intérêt remontent et c'est plutôt bon pour les banques, ne serait-ce aussi que parce que l'activité économique va plutôt bien. Et ça signifie qu'il y a moins de difficultés sur les crédits réalisés ou sur les assurances qui ont été placées. Alors voilà pourquoi je pense qu'il ne faut pas s'étonner et on ne s'étonnera pas si dans les semaines qui viennent, on a un certain nombre de financières dans notre palmarès. Qu'en pense notre nouveau camarade de jeu? Nouveau camarade de jeu, Christophe, AXA, c'est au point de vue analyse technique, ça donne quoi? Alors AXA, du point de vue analyse technique, alors c'est difficile quand on a des c'est pour ça qu'on a posé la question. Ouais. C'est difficile quand on a des actions aussi bullish avec un vrai secteur, les financières qui poussent en ce début d'année, d'essayer de trouver des moments opportuns pour prendre le train en marche. Donc là, on est vraiment dans une dynamique même très court terme, extrêmement haussière. Hein, on est vraiment c'est un petit peu à l'instar du CAC et certainement que la AXA n'y est pas pour rien non plus. On voit un vrai... alors je vais mettre un petit coup de
Il démarre sur les chapeaux de roue. Oui, à nouveau. On voit un vrai rebond sur les 24,84, mais surtout il s'ensuit plusieurs gaps sur le cours d'AXA, et notamment un gap relativement important au niveau des 25,50. Il y en a eu plusieurs comme ça. Alors j'ai regardé plus précisément vraiment quel pourrait être le moment pour éventuellement rentrer sur AXA pour ceux qui n'auraient pas pu profiter de cette jambe de hausse assez extraordinaire. En tout cas, le potentiel du titre, il est toujours présent, hein, que ce soit à court terme ou moyen terme, il est extrêmement important. Donc c'est pour ça que on a souhaité vous proposer une entrée à l'achat. Donc elle pourra se faire. Alors, au niveau du cours actuel, ça me paraît un peu difficile, mais on pourrait tout à fait trouver un courant acheteur important sur les 26,34, hein, qui est donc l'ancienne résistance qu'on voit un petit peu plus sur la gauche, matérialisée par la ligne violette à 26,34. Et tout retour d'AXA vers ce support-là de très court terme est tout à fait à acheter. C'est pour ça qu'on vous propose un Turbo Infini Best Call 21B KB. Merci beaucoup Christophe. Donc c'est sur AXA un Turbo Infini Best Call 21B KB qui a un effet de levier de 10,67. Son prix d'exercice est suisse à barrière désactivante, c'est 24,8549. Et tout ça pour un prix de vente de 2,49 € et AXA à 26,865. Et on continue avec les flops et Gérard. Oui, il n'y a pas que des tops dans la vie, il y a aussi quelques flops et on les voit ici, on va bientôt les voir d'ailleurs sur l'écran. On a Suez, on a Suez et Veolia qui sont deux utilities, deux services aux collectivités, toutes les deux présentes à la fois dans les déchets industriels et ménagers et aussi la gestion de l'eau. Alors, pourquoi est-ce que en ce moment, ce secteur paraît filer un mauvais coton et faire pâle figure? Tout simplement parce que l'augmentation des chiffres d'affaires dans ce secteur-là est assez faible, et lorsqu'on est en période de reprise économique, les cycliques en particulier font bien sûr meilleure figure. Et donc on a tendance à un peu oublier ce secteur. J'ajouterais que c'est un secteur où le rendement, le dividende est relativement important. Lorsque les taux d'intérêt remontent progressivement, eh bien, le différentiel se restreint et donc le secteur perd une bonne partie de ses atouts. Donc voilà pourquoi le secteur souffre, même si les résultats sont loin d'être mauvais. On rappellera simplement deux éléments. Le premier, c'est que le secteur des utilities, l'essentiel des contrats est indexé sur l'inflation. Donc tant que l'inflation ne redécolle pas vraiment, on ne peut pas s'attendre à une amélioration énorme. Puis deuxièmement, ce sont des producteurs de matières premières secondaires qui exportent énormément en direction de la Chine. La Chine vient de changer, de réformer en tous les cas les modalités d'importation de matières premières secondaires en remontant des critères. Et donc des Suez ou les Veolia Environnement ont peut-être des problèmes pour se mettre à niveau. Sodexo, lui, nous a annoncé des résultats trimestriels un peu en dessous de ce qu'on espérait. Et donc le titre souffre. Air France, après la magnifique année 2017, forcément, on peut imaginer que le titre prenne son souffle. Qui plus est, cette semaine, on devrait avoir quelques mouvements sociaux. Et puis, on a toute une série de bruits autour de la reprise de la compagnie nationale italienne. On ne sait pas très bien qui va présenter, qui a présenté, qui ne présentera pas un dossier. Et donc, on attend de savoir quel sera le résultat des courses. Le secteur, l'important secteur des grands distributeurs, les casinos, les carrefours, sont à la peine. J'ai envie de dire que c'est la vieille économie de la grande distribution qui est à la peine. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui le classement mondial dans le secteur, Walmart, qui est toujours la vieille économie, est toujours numéro 1, c'est le grand distributeur américain. Mais en numéro 4, on va trouver Amazon. Et l'ancien numéro 2 qui était Carrefour se faisait une gloire d'être le numéro 2 mondial de la grande distribution, il est passé en 10e position. Ça nous montre à quel point il y a une rupture en ce moment au niveau donc des industries, des activités les plus traditionnelles et combien effectivement la révolution numérique est en train de bousculer les positions des uns et des autres. Quant à EDF, je vais prudemment laisser Christophe l'évoquer. Je dirais simplement qu'il y a quelques bonnes nouvelles de temps en temps sur le dossier, entre autres l'annonce surprise d'une hausse des tarifs réglementés, mais je n'irai pas plus loin. Merci beaucoup Gérard. Donc on va regarder tout de suite EDF avec Christophe. Merci.
Alors, EDF, oui. Alors c'est vrai que EDF est à la traîne, fait partie des flops. Alors on a regardé un petit peu sur le moyen terme, long terme, et on est revenu à début 2017. Et on peut s'apercevoir au niveau technique qu'on a une vraie droite, une vraie oblique de soutien haussière moyen terme sur EDF. Alors c'est vrai qu'il a souffert quasiment en fin d'année, là sur mi-novembre, il a eu un gap relativement important en dessous les 12 jusqu'au niveau des 11. Généralement pas un signe sympathique sur la dimension haussière à venir. En tout cas, sur les points de vue chart et graphique, on peut s'apercevoir on s'approche d'une oblique, donc cette oblique que je viens de vous parler. Elle a déjà fait office 3 fois de support, c'est la 4e fois, donc on pense que c'est une opportunité de pouvoir se présenter sur cette oblique-là. D'ailleurs, on voit déjà un petit rebond ce matin, ça date de 9h30, donc on voit déjà un petit rebond. En tout cas, sur cette zone des 10,40, 10,50, c'est une zone extrêmement intéressante en termes de rendement risque-gain avec un stop qui invaliderait la stratégie d'achat qu'on vous propose ici, placée sous les 9,90 qui était le niveau le plus bas et qui est aussi un ancien gap qui avait été ouvert un petit peu plus tôt. En tout cas, techniquement, même si on est dans une dynamique baissière pour l'instant, même court terme de EDF, et malgré ou bien que Gérard ait indiqué qu'on était sur quelque chose de plutôt flop, il y a une opportunité, en tout cas peut-être spéculative, mais une opportunité intéressante d'acheter sur ces niveaux-là. C'est pour ça qu'on propose un turbo call infini ZR69B. Merci beaucoup Christophe. Donc ce EDF, un turbo call infini ZR69B qui a un effet de levier ce matin de 8,67. C'est un niveau de financement 9,28, sa barrière désactivante à 9,66. Et voilà, tout ça pour 14 centimes. On peut peut-être préciser que Saint-Christophe, c'est quand même le saint patron des voyageurs, mais peut-être aussi celui des causes désespérées. Merci. Et EDF avec 10,58. Et on va passer maintenant à l'annonce notre gagnant de notre jeu de l'investisseur de la semaine. Vous savez très bien que chaque mardi, vous pouvez choisir le produit sur lequel vous pensez que c'est le meilleur pour la semaine qui suit, avec le meilleur sous-jacent et voilà, la bonne direction aussi. Et voilà, donc nous, on va regarder pour vous les cours entre mercredi matin et lundi soir, et on annonce chaque mardi après le heureux gagnant de ces jolies tasses. Je vais vous montrer à la caméra. Voilà, vous pouvez gagner. Mug produit à Limoges. Voilà, Limoges, je dirais. Donc c'est 100% marché. Voilà, investisseur de la semaine. Il y a déjà plein de gagnants qui ont des fois déjà gagné 2-3 fois une tasse. Ils montent leur service, surtout pour les jeunes couples, c'est très très bien. Exactement. Donc Gérard a déjà trouvé une bonne solution. Donc je laisse à Christophe d'annoncer celui qui a gagné cette semaine en fait, cette jolie tasse en fait. Merci Falco. Bah, écoutez, le gagnant, l'heureux gagnant de ce démarrage de service 100% marché, c'est Bertrand de Melun. Le vénard. Qui était placé sur le Turbo Infini Best Call 05 BIB, qui avec sous-jacent, donc comme le dit le titre, le Brent, et qui a signé une véritable performance de 17,81%. Il est rentré au niveau juste en dessous des 69. Il est venu chercher cette mèche qui est arrivée le 10 janvier et est sorti au plus haut le 15. Donc il a profité parfaitement de cette amplitude court terme du Brent. Bravo à lui. Bah merci beaucoup Christophe et félicitations à Bertrand. On va envoyer la tasse tout de suite cet après-midi. Elle est pour vous. Voilà, on continue notre émission avec Gérard et la prochaine rubrique qui s'appelle le Focus. Bon Gérard, on avait déjà parlé un tout petit peu dans le bilan de la semaine des taux dans les États-Unis. Mais c'est intéressant de regarder les taux en mouvement. Et ce graphique m'a beaucoup plu parce qu'il montre, et là je parle sous le contrôle de Christophe,
qu'en quelque sorte, les taux de Federal Reserve, les fameux taux qui doivent être relevés 2 ou 3 fois cette année par la Fed, servent en quelque sorte de soutien au taux 2 ans et vont un jour aussi donner une sorte d'impulsion au taux 10 ans. En tous les cas, on peut l'espérer. Et je voulais vous montrer à nos auditeurs ces éléments-là pour qu'ils voient que sur le plan technique, le soutien à une courbe plus pentue, et il est quand même très fort. Il vient de la Federal Reserve américaine et elle a un impact immédiat sur la partie courbe de la courbe des taux, les 2 ans, et un peu plus distancié, bien sûr, sur le 10 ans, mais elle en a une quand même. Donc c'est un peu comme si quelqu'un tenait un bout de la chaîne et donnait une impulsion haussière ou baissière. En ce moment, très nettement, l'impulsion est haussière. Très bien, Gérard. Et maintenant, on retourne en Europe, non? Oui, on va se réjouir du malheur des uns qui font le bonheur des autres. Et donc, Steinhoff, qui est un groupe international qui possède Conforama, se porte très mal aujourd'hui. Il est obligé de revendre quelques-uns de ses bijoux de famille. Et Carrefour, justement, qui est à l'affût de bonnes affaires, rachète une nouvelle forme de commerce qui s'appelle Showroom Privé, qui est un site internet qui marche assez bien, que tout le monde connaît ici. Et finalement, il va faire le bonheur de Carrefour qui prend 17% pour le moment, en attendant mieux. Très bien, merci Gérard. Avant, on a parlé déjà du voyage du président en Chine. Et il y a des impacts en fait positifs, non? Oui, tous les présidents sont tous des VRP qui s'ignorent, donc l'actuel comme les anciens et comme ses successeurs. Et donc là, on a appris effectivement que une grande compagnie chinoise passait une commande importante de A320, ce qui, bien entendu, a eu un impact très favorable la semaine dernière sur le cours d'Airbus. On l'a déjà évoqué. Merci beaucoup Gérard pour ce focus. Donc on va regarder Airbus avec Christophe ensemble. Oui. Alors ça décolle. Ça décolle, oui, c'est le cas de le dire. En effet, c'est vrai que quand on regarde le graphique, on a. Ça ne déconne pas. Non, ça décolle. Oui. On a un vrai sentiment acheteur. Là encore une fois, c'est vrai qu'on voit, ça ressemble d'un point de vue technique un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure sur AXA. Gérard nous a expliqué un petit peu du point de vue fondamental ce qu'il en est, et c'est clair que des commandes, ça ne fait que soutenir le cours déjà haut d'Airbus. Je me rappelle encore les débuts 2017 où on avait encore un Airbus qui était tout juste au niveau des 60, donc pas mal de chemin déjà parcouru, un bel envol parcouru pour cette année 2017, et ça continue donc à l'annonce justement de ces commandes. Alors, on le voit pas tout à fait sur ce graphique, il aurait fallu que je vous mette plusieurs graphiques, mais en fait, on voit, il y a un niveau qui est tracé ici, qui est relativement important, c'est le niveau des 87-84, qui correspond en fait aux clôtures hebdomadaires. C'est-à-dire que si on prend si on dit qu'une bougie verte ou rouge représente une semaine, on voit qu'il y a un vrai plafond à 87-84, donc qui n'est pas matérialisé ici parce que ce sont des bougies daily, donc journalière, et ce plafond a vraiment été perforé, mais brutalement. On le voit sur cette bougie là, qui est un avalement haussier, c'est ce qu'on appelle dans le jargon technique. On est venu perforer cette zone là, et puis j'ai mis aussi, on a mis ici des indicateurs Ishimoku pour mettre de bien visualiser, et on a vraiment rebondi sur le haut du nuage, on a pris appui sur le haut du nuage, c'est le cas de le dire puisqu'on est chez Airbus. Pour continuer dans la dynamique de Gérard, on a bien rebondi là. Alors difficile de rentrer encore une fois, c'est à peu près le même niveau que AXA, difficile de rentrer comme ça au plus haut. Par contre, tout retour sur ces niveaux du nuage là, dès qu'on revient un petit peu en haut des nuages là, vers 87, 80, 87, dans cette zone là, on peut tout à fait, j'ai envie de dire presque sereinement se positionner à l'achat, avec bien sûr une stratégie qui viendrait invalider, un stop qui viendrait invalider cette stratégie. Personne ne peut deviner le cours d'une action, donc on positionne un stop sous cette zone des 82, c'est tout à fait intéressant, et puis on redécolle à bord d'Airbus. Au-dessus du nuage, il y a du soleil pour Airbus.
Bon, on espère tout ça, que ça sera le cas. Et pour faire tout ça, il y a le Varan Col ZJ76B. Désolé. Non, pas de souci, Christophe, merci beaucoup. Donc un Varan Col sur Airbus qui s'appelle, non, il ne s'appelle pas, mais il a communiqué ZJ76B qui a un effet de levier ce matin de 8,08. Son échéance, c'est le 15 juin 2018. Son prix d'exercice 95 €. Tout ça pour un prix de vente de 2,09 € et Airbus à 90,01 €. Et on va passer maintenant à notre prochaine rubrique qui s'appelle « À ne pas manquer ». Donc cette semaine, il ne faut pas manquer quelque chose dans le monde. Qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, Falco, on ne manquera pas à la réunion de la BCE le 19 janvier où on risque à nouveau d'entendre en 2018 comme en 2017 les échos des discussions de plus en plus fermes entre banquiers centraux, ceux, je dirais, originaires des pays buveurs de bière étant assez pressés d'arrêter le quantitative easing, alors que ceux originaires de pays buveurs de vin sont plutôt, eux, assez intéressés par le fait de maintenir ce quantitative easing et les taux d'intérêt le plus bas possible. Donc c'est un débat qui va à chaque réunion maintenant rejaillir. Il y a du mieux sur le plan économique. Est-ce qu'il faut très vite réarmer la Banque Centrale Européenne, arrêter le quantitative easing, qui doit s'arrêter en septembre, faut-il le prolonger ou l'arrêter, et puis quid des taux d'intérêt. Donc c'est un débat qui a eu lieu au niveau de la Fédérale Réserve, qui va avoir lieu au niveau de la Banque Centrale Européenne, et c'est tant mieux, ça veut dire que les choses ont évolué. Banque du Canada se réunira aussi le 17 janvier, attention, la Banque du Canada c'est presque un poisson pilote pour la Fédérale Réserve, l'économie canadienne est très très liée, très solidaire de l'économie américaine, elle allait plutôt bien ces derniers temps. Et puis en termes de statistiques, la semaine ne sera pas extrêmement riche, mais en Europe, on aura quelques éléments sur l'inflation harmonisés, puisque au niveau de la zone euro, les banques, les instituts de statistiques publiques ont harmonisé le calcul de l'inflation, pas au niveau de la Grande-Bretagne, qui même avant le Brexit avait son propre calcul d'inflation qui n'est pas tout à fait harmonisé avec les autres au niveau de la zone euro. États-Unis, le fameux livre beige, qui est en quelque sorte l'état de santé État par État de l'économie, que ce soit le marché, que ce soit le secteur des mines ou l'informatique ou l'industrie. On a le niveau de confiance des consommateurs du Michigan et puis on verra si dans cette perspective de hausse des taux d'intérêt, les permis de construire et les mises en chantier ont été freinés par un crédit immobilier rendu peut-être légèrement plus élevé aux États-Unis. Voilà ce qu'il faut regarder dans la semaine qui vient. Merci beaucoup Gérard. Donc bon, on est quasiment à la fin de notre émission. Il me reste juste à vous donner les rendez-vous pour la semaine prochaine et aussi pour cette semaine. Donc comme d'habitude, ce jeudi 18 janvier, on se retrouve à 18 h pour le webinaire revue technique des marchés avec Laurent Albi. Donc à 18 h jeudi soir. Et voilà, mardi prochain, le 23 janvier à midi, notre prochaine émission 100% marché. Donc merci Christophe d'avoir été avec nous aujourd'hui pour toutes ces belles analyses techniques. Et merci Gérard pour toutes les histoires et nouveautés du marché, les actions et tout ça. Et je vous dis merci à vous d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. On se retrouve cette semaine et la semaine prochaine. Excellente journée. Au revoir.